Avec nous, Claude Maluret. Bonjour. Président du groupe Les Indépendants, sénateur de l'Allier et médecin. Alors au contraire, vous avez demandé d'ailleurs la semaine dernière au gouvernement d'aller au plus vite, de mettre en place le pass sanitaire au plus vite. On va parler de tout cela avec vous, Loïc Hervé. Le pass sanitaire, on l'a entendu dans le sujet, ce n'est pas un pass vaccinal. On peut simplement avoir un test négatif, la preuve qu'on a des anticorps après avoir été infecté. Pourquoi ça ne suffit pas à vous rassurer ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons mettre en place, pour des actes de la vie courante, certes de grands rassemblements dans un premier temps, mais un contrôle qui corrélera l'état de santé et le contrôle d'un document d'identité. Ça n'existe pas et c'est pour moi quelque chose qui est attentatoire aux libertés publiques et qui représente en lui-même un risque de généralisation le jour où un variant, un mutant nécessitera qu'on ne reconfine pas le pays et qu'on dise voilà, ce pass sanitaire, on le met en place dans des actes de la vie encore plus courantes comme aller au restaurant. Rappelons que pour l'instant c'est jusqu'au 30 septembre, oui. Limité aux grands rassemblements, mais vous dites... Sait-on jamais s'il y avait encore je ne combats pas le pass vert européen, c'est-à-dire celui qui permet de prendre des vols internationaux. Mais sur le territoire national, je pense qu'il y a un vrai risque à mettre en place ce type d'outil parce que c'est un précédent et qu'on ne l'a jamais fait et que je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'innover en la matière. Alors il y a un certain nombre de garanties qui ont été adoptées par le Sénat, conformes aux exigences de la CNIL, où vous siégez d'ailleurs Loïc Hervé. Le pass ne peut être mis en œuvre que dans les lieux ne permettant pas d'assurer le respect des gestes barrières. Il peut être présenté sous forme papier ou numérique. Il va y avoir des personnes habilitées au contrôle. Les informations contenues seront restreintes. Elles ne pourront pas, les personnes habilitées ne pourront pas avoir toutes les informations et pas de conservation des données par les organisateurs. Claude Maluret, est-ce que pour vous, ce pass, du coup, avec toutes ces précautions, est suffisant? Et puis quand même, votre réponse à ce que dit Loïc Hervé, on dit pour l'instant ça s'arrête le 30 septembre, mais... Oui. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois que la première réponse que je voudrais faire à Loïc Hervé, je comprends ses préoccupations, mais la première réponse, c'est que ce pass sanitaire, il est facultatif. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous demande le problème de la carte d'identité, ce pass est facultatif. Si vous ne voulez pas de pass, vous vous présentez lors des grands rassemblements ou aux frontières avec un certificat de vaccination ou chose comme vous faites pour la fièvre jaune quand vous allez en Afrique ou autre. Donc le premier point, je comprends son argument. Si c'était obligatoire, ça poserait un problème. Mais on peut présenter l'un des trois documents. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire. Deuxièmement, la carte d'identité, c'est peut-être un précédent en matière sanitaire, mais la carte d'identité, vous la présentez tous les jours. Quand vous avez moins de 25 ans au cinéma et que vous voulez une réduction, vous présentez votre carte d'identité. Quand vous allez chez Carrefour et que vous voulez la carte du magasin, que la caissière vous propose la carte de réduction, elle vous fait remplir avec la carte d'identité. Quand vous prenez le train, le billet de train, si vous ne le prenez pas sur Internet, si vous le prenez au guichet, on vous demande votre carte d'identité. Donc la carte d'identité, on nous la demande souvent. C'est pas quelque chose de... Donc sur ce point, je pense que ça n'est pas un problème majeur et que le précédent n'est pas majeur, loin de là. Et sur le côté des données... La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a que deux situations aujourd'hui où on va vous demander le pass sanitaire. C'est le franchissement des frontières, et ça de toute façon c'est déjà le cas. Oui. Vous ne passez pas une frontière sans vos documents d'identité, et les grands rassemblements de plus de 1000, probablement à partir du 9 juin, de 5000 personnes, c'est-à-dire festival culturel ou match de foot. Franchement, alors que ça va nous permettre évidemment de retrouver toutes les libertés qu'on avait supprimées, de retrouver les matchs de foot, retrouver les... Vous dites sur le pass sanitaire, ça n'exdirait pas, ce type de grands événements, on ne pourrait pas les organiser? Moi, je pose la question, on ne fait pas le pass sanitaire, on vérifie, on rouvre tout, là, on dit on ne va pas prendre la précaution de ne pas recevoir des gens, de vérifier si les gens ne sont pas contagieux ou non. Qu'est-ce qu'on fait? On rouvre tous les stades et on se retrouve dans la situation du deuxième confinement ou du premier confinement, c'est-à-dire qu'on est obligé du premier au deuxième déconfinement, on est obligé de reconfiner, ou bien on les laisse fermer. Où est la majeure atteinte aux libertés? C'est bien entendu tous les acteurs de la culture, tous les sportifs, tout le monde dit aujourd'hui, mais quand est-ce qu'on va rouvrir? Dans ces circonstances-là, qui sont quand même très très peu fréquentes dans la vie quotidienne, je pense que le gain en matière de liberté est supérieur au problème que ça pose en matière de liberté. Il y a un autre sujet aussi, Loïc Hervé, c'est le fait que ces données soient enregistrées numériquement, disponibles dans nos smartphones. Est-ce que ça, pour vous, c'est un sujet
d'inquiétude. Ouais, vous savez, vous l'avez rappelé, que je siège à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, et que une de nos préoccupations, qui est aussi une préoccupation du législateur, parce que toutes les mesures prises par le Sénat et les garanties posées par le Sénat, c'est un travail énorme de la Commission des lois que je salue. Notre crainte, c'est de voir se mettre en place une société du solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'on va trouver dans cet appareil que nous avons tous sur nous tout le temps, la solution, et on va pouvoir mettre un certain nombre de données et rendre cet appareil totalement indispensable. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des risques, et donc il faut toujours avoir une mesure entre les deux. Pour le bénéfice et le risque, comme pour tout, comme pour les vaccins. Avec Claude Malhuret, c'est pas un scoop. On est assez proche sur un plan politique. Lui estime que c'est un accommodement raisonnable que de mettre en place ces outils-là. Moi, dès Stop Covid, devenus tous anti-Covid, j'ai dit que ça représentait pour moi des risques importants et que ce que nous mettons en place aujourd'hui... C'est quoi les risques exactement, concrètement pour vous? C'est le fait que c'est un peu comme la dynamite. La dynamite, quand elle est inventée, elle sert à faire des choses utiles. Et puis elle sert à inventer des bombes. Et donc, ce type de dispositif, une fois qu'il est créé, une fois qu'il est inventé, il peut être utilisé à d'autres fins. Et demain, d'autres crises sanitaires, politiques, économiques justifieront peut-être que nous disions mais on l'a déjà fait. Et vous savez, on est à un an de l'élection présidentielle. Je ne voudrais pas que, d'une part, les partis les plus extrémistes soient ceux qui proposent aux Français d'être affranchis des contraintes des libertés, et que ceux-là, une fois qu'ils auront pris le pouvoir, utiliseront tout le corpus juridique que nous aurons, nous, voté pour mettre en place d'autres systèmes bien plus attentatoires aux libertés publiques. Claude Malhuret, oui, vous vouliez réagir exactement là-dessus? Le problème que soulève Loïc Hervé existe, mais il nous montre son smartphone. Le problème n'est pas dans le smartphone, le problème est dans l'exploitation des données, dans les fichiers. Or, les fichiers... Il y a déjà des fichiers de santé, évidemment ils existent déjà. Vous avez 2 fichiers, depuis vous en avez beaucoup d'autres, notamment les 24 maladies à déclaration obligatoire. Tout le monde, personne ne dit rien, ça fait un siècle que ça existe, et maintenant c'est sous informatique, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous avez le fichier des personnes atteintes du Covid, et vous avez le fichier des personnes vaccinées, quand on vous donne un certificat de vaccination avec un QR code. Donc ces 2 fichiers, ils existent. Donc ce problème, il est déjà présent. Le smartphone, ça nous permet de l'exploiter à titre individuel pour faciliter nos déplacements, mais à ce moment-là, il fallait critiquer, il fallait dire, je ne veux pas les fichiers, mais il faudrait refuser tous les fichiers sécurité sociale et autres. Par exemple, que nous avons autorisé au Sénat pour 3 mois et qui viennent d'être portés à un délai de 20 ans. Et en parlant de fichiers, d'ailleurs le groupe centriste va poser une question là-dessus. Il y a cette question de certaines données collectées par l'entreprise américaine IQVIA dans des milliers de pharmacies françaises sans que les clients en soient informés. Il y a eu un reportage qui a fait beaucoup de bruit là-dessus. Le groupe centriste veut poser une question sur ce sujet. Donc on le voit, ce problème-là, il peut déjà exister par exemple à travers les pharmacies. Il existe, c'est une question de curseur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme Loïc Hervé disait tout à l'heure. Il existe aujourd'hui partout. Le RGPD qui a été inventé par l'Europe, la RGPD, il s'attaque aux problèmes majeurs et bien plus majeurs que celui-là, de Google, de Facebook, etc., de l'exploitation de vos données. Donc on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où il faut réguler l'exploitation des données. On l'a fait avec le RGPD, on le fait aujourd'hui avec la CNIL qui a donné l'accord pour le pass sanitaire, et on aura tout le temps désormais à se poser la question éthique, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'il est urgent sur le plan psychologique des gens, sur le plan de la santé, sur le plan économique, de retrouver très rapidement toutes les libertés qu'on a perdues à travers le Covid, et que par conséquent, les inquiétudes qu'il peut y avoir sur ce pass sanitaire, elles sont largement inférieures à tous les avantages qu'on va pouvoir avoir dans une question urgente qui est retrouvons notre vie, retrouvons notre croissance, notre développement, retrouvons nos libertés. On est en tout cas aujourd'hui dans un débat qui s'est de plus en plus radicalisé autour de la pandémie, autour du port du masque, autour du pass sanitaire. Loïc Hervé, votre collègue Vincent Delahaye, a assisté et s'est exprimé lors d'une manifestation anti-masque, anti-pass sanitaire. Ça a fait tout l'objet d'une polémique ce week-end. Écoutez ce qu'il disait d'ailleurs samedi dernier lors de cette manifestation. Vous savez, je suis vice-président du Sénat. J'ai voté contre la prorogation de l'état d'urgence depuis un petit moment. J'ai voté contre le pass sanitaire. Même si pour l'instant nous l'annonce provisoire,
Et moi, j'ai toujours peur du provisoire qui dure. Bon, Vincent Delahaye qui expose son point de vue sans excès, on l'entend à la tribune, mais qui était dans une manifestation qui a aussi insulté les ministres de la Santé, une manifestation qui a fait des rapprochements avec le nazisme, l'Holocauste, et qui a également insulté des journalistes. Et depuis, Vincent Delahaye a fait acte de contrition. Dans un tweet, il a indiqué à l'invitation du collectif d'artistes Amis Entendus: je suis intervenu lors d'un rassemblement contre le pass sanitaire. Après mon départ, des propos inacceptables ont été tenus. Je les condamne avec la plus extrême fermeté. Rien de ce qui a été dit ne me ressemble. Je précise que nous avions proposé d'ailleurs à Vincent Delahaye de réagir. Un mot quand même déjà sur cet événement, Loïc Hervé. Enfin, je veux dire, le tweet de Vincent Delahaye exprime clairement sa position. Il n'est pas responsable des propos de Jean-Marie Bigard et de je ne sais quel allumé qui sont intervenus après lui. Il est allé dans ce rassemblement, il a répondu à une invitation, il s'est exprimé. D'autres se sont exprimés avec des propos qui ne sont pas acceptables, qui sont même inqualifiables, qui sont même peut-être qualifiables sur un plan pénal. Oui. Mais Vincent Delahaye n'est pas responsable des délires de M. Bigard. Et donc, voilà, il a fait son tweet. Le tweet est très clair. J'ai pu échanger avec lui très récemment. Et donc, pour moi, l'affaire est classée. Alors, en dehors du cas de Vincent Delahaye, ça montre aussi, aujourd'hui, la radicalité du débat dans ce contexte. Oui. Le fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut être contre le pass sanitaire sans être complotiste, mais le problème, c'est qu'on est vite assimilé et qu'il y a en tout cas toute une frange très très radicale de personnes qui sont contre le masque, le vaccin, le pass sanitaire aujourd'hui. Mais comme vous avez une radicalisation aussi des personnes qui, tenant d'un hygiénisme absolu, vous expliquent qu'il faudra qu'on porte encore pendant 100 ans le masque partout. Moi, je suis très, très surpris, par exemple, sur une des choses qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'aborde pas la question du port du masque dans la rue. Oui. Donc, tout le monde port du masque en extérieur. Donc tout le monde dit que sur un plan scientifique, ça n'est pas la mesure qui permet vraiment d'endiguer l'épidémie, sauf dans des lieux où la distanciation sociale ne peut pas être tenue. Mais franchement, moi j'ai publié dimanche, je suis allé au marché à Annecy, dans mon département, j'ai publié une photo, tout le monde est masqué. Oui. Tout le monde est masqué. La police municipale est présente. Il y a des élus qui sont présents. On est là, on voit ce qui se passe concrètement. Les gens respectent très bien les règles. Eh bien, vous avez sur les réseaux sociaux des délires de gens qui expliquent qu'on est trop près, qu'on est trop proche, qu'il y aura un quatrième confinement, etc. Donc vraiment, vous parlez de ceux qui. Il y a une radicalisation des deux côtés. Bien sûr. On est dans des donc extrêmes, moi qui suis, comme vous le savez, un modéré et sénateur de l'Union centriste, ce qui m'importe, c'est de trouver une voie médiane, une voie de raison, et qu'on remette de la rationalité là-dedans. Parce que si c'est pour écouter tous ceux qui ont des propos complotistes de part et d'autre, ça m'intéresse pas. Claude Maluret, vous vous êtes indigné la semaine dernière contre ceux que vous avez appelés les offusqués professionnels. Vous parlez des hygiénistes excessifs. Certains font leur beurre dans leur crise sanitaire des deux côtés pour vous ? Oui, et puis ils font leur beurre politique. Parce que quand Loïc dit c'est sur les réseaux sociaux, etc., c'est essentiellement sur les réseaux antisociaux, effectivement. Et là, après tout, qui délirent entre eux, que les complotistes délirent entre eux sur les réseaux sociaux, c'est pas nouveau et ça continuera. Mais il y a quand même des responsables politiques. Regardez, depuis qu'il y a cette vaccination, depuis la fin de l'année dernière, vous avez des responsables politiques d'extrême droite, d'extrême gauche, vous avez des Dupont-Aignan, des Bardella, des Mélenchon, qui pendant 3 mois nous ont dit oh là là, le vaccin, ça me rassure pas. Enfin, je cite pas les mots exacts. C'était, il y en a un qui a traité, Dupont-Aignan a traité les Français de souris de laboratoire si on allait se faire vacciner. Ce qui a forcé le gouvernement à prendre beaucoup plus de précautions et à retarder la vaccination, à faire qu'elle aille moins vite, et ça c'est grave. Et puis maintenant, ils attaquent le gouvernement en disant ça va pas assez vite. On met des bâtons dans les roues de la charrette pour se plaindre après que la charrette n'avance plus. Et ça, c'est des gens qui font leur beurre politique. Une instrumentalisation. Il faut les dénoncer. Ces gens-là sont candidats à la présidence de la République, et voilà le genre d'argument qu'ils emploient. Je crois que oui, moi je suis là pour les dénoncer. Pour conclure, je voudrais, puisque vous parlez aussi de la question des vaccins, votre avis sur ce que recommande l'Académie de médecine ce matin, Loïc Hervé. Elle recommande désormais la vaccination obligatoire pour de nombreuses professions et la vaccination des enfants et des adolescents, seul moyen, selon elle, d'atteindre, je la cite, une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, qu'on soit clair, je suis pro-vaccination. J'ai reçu ma première dose il y a quelques jours maintenant, et je suis
favorable et j'encourage tous ceux qui le peuvent, qui le veulent, à être vaccinés le plus tôt possible. Ce sera le mieux et plus on atteindra vite l'immunité collective, mieux ce sera. Je suis préoccupé par l'avis de l'Académie nationale de médecine parce qu'elle arrive dans un timing politique suite ou à quelques jours ou à quelques heures de l'adoption définitive par le Parlement de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire et que comme par hasard, on est presque déjà dans l'étape d'après. Oui. Donc j'aimerais que le gouvernement s'explique en disant, parce que le président de la République n'en a jamais parlé, il a toujours dit qu'il n'y aurait ni vaccination obligatoire, ni contrepartie à la vaccination. Donc il faut que le gouvernement s'explique si jamais il changeait d'avis et qu'il souhaitait désormais la vaccination obligatoire. Si c'est le cas, vous y seriez opposé ou vous y seriez favorable? Moi, je crois énormément en la responsabilité individuelle et donc les systèmes de vaccination obligatoire, s'ils ne sont pas accompagnés de coercition, ça ne veut strictement rien dire. En gros, ça veut dire quoi dans la vaccination obligatoire? Là, aujourd'hui, dans la vie courante, sauf si vous faites un métier comme militaire, le seul moment où on contrôle votre carnet de vaccination, c'est quand on vous inscrit à l'école. Donc c'est pas le quotidien des Français. Claude Maluret, le mot de la fin là-dessus. Oui, il y a deux questions. La première, c'est que décider un vaccin obligatoire quand il n'y a pas encore de dose de vaccin pour tout le monde, c'est peut-être pas le bon moment. Ça anticipe sur le moment où on en aura suffisamment pour tout le monde. C'est une vraie question. Moi, là, je réponds en tant que médecin. La vaccination pour l'hépatite B pour les personnels de santé est obligatoire. Et par conséquent, c'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si il est vrai qu'on est dans un temps où tout ce qui est obligatoire est immédiatement contesté. Et c'est peut-être pas le bon moyen d'arriver. Mais je pense que l'Académie de médecine pose une vraie question. Est-ce que dans certaines professions, pour leur propre protection et surtout pour la protection de ceux dont ils s'occupent, la question se pose. J'ai pas de réponse, mais c'est pas une question scandaleuse. Allez, merci messieurs, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre la salle des conférences. Se trouve Alexandre Poussard avec le sénateur communiste Fabien Gay pour parler un petit peu de l'offensive médiatique d'Emmanuel Macron cette semaine et notamment d'un entretien dans la revue Zadig qui a été publié aujourd'hui. Oui, Tam, on va parler de cette très longue interview, plus de 20 pages qu'a donné le président de la République Emmanuel Macron au trimestriel Zadig, pour parler notamment des territoires, des gilets jaunes, de la mémoire, de la colonisation, pour parler des territoires et notamment d'un département, la Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron qui fait une sorte de déclaration d'amour à votre département, Fabien Gay. La Seine-Saint-Denis, il dit un département plein de talent, c'est celui qui crée le plus de start-up en France. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots du président de la République ? C'est une très belle déclaration d'amour, mais maintenant il faut des preuves d'amour. Et c'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, elle recèle de talent. Plus grand département avec une jeunesse extrêmement forte. Un département où on crée beaucoup de solidarité, beaucoup d'associations, beaucoup aussi de start-up. Un département qui a lourdement contribué lors du premier confinement à tenir le pays et la nation avec ce qu'on a appelé celles et ceux qui sont en première ligne, les essentiels de la nation, ceux qui ont été au travail, que ce soit les caissières et les caissiers, les livreurs et les livreuses ou dans le personnel hospitalier. Mais c'est aussi un département qui souffre d'inégalités puissantes et là on ne l'entend pas, le président de la République. Il y a un rapport parlementaire qui a pointé que sur les services publics essentiels, police, justice et éducation, nous étions moins bien dotés que les départements franciliens, les autres départements, que nous souffrions notamment sur la question de l'école. Il y a de l'échec scolaire, mais pourquoi? Parce qu'il y a des graves inégalités. Et donc, ce que nous demande, plus qu'une déclaration d'amour, c'est maintenant des moyens, non pas pour avoir plus que les autres départements, mais pour être à égalité, avoir les mêmes moyens, pour avoir les mêmes chances de réussite. Et vous verrez, la Seine-Saint-Denis, elle sera comme les autres, elle recèlera de talents qui pourront s'exprimer, mais ça, il faut des politiques publiques qui les mettent, et pour l'instant, l'État n'est pas au rendez-vous. Vous parliez de la question de l'école, justement, dans cette interview, Emmanuel Macron dit, pendant la crise sanitaire, au moment du premier confinement, c'est en me déplaçant en Seine-Saint-Denis que j'ai compris... À La Courneuve, chez mon ami Gilles Poux. Voilà, que le président a compris l'importance de laisser les écoles ouvertes pendant la crise sanitaire. C'est une prise de conscience sociale importante de la part du président pendant cette crise ? Je ne crois pas, parce qu'il n'a pas encore donné les moyens à la Seine-Saint-Denis de réussir. Et Gilles Poux, avec les autres élus du département, qu'ils soient communistes ou d'ailleurs, disaient il faut réouvrir les écoles parce que c'est vecteur d'égalité républicaine. Souvent, le seul repas équilibré de la journée, notamment dans les familles populaires, c'est le repas pris à l'école. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi un lieu de savoir et il est extrêmement important, sauf que la Seine-Saint-Denis, encore une fois,
pâtit de graves inégalités. Vous savez qu'un élève perd en moyenne en Seine-Saint-Denis 1 an de sa scolarité du fait du non-remplacement des professeurs absents. 1 an. C'est insupportable et ça, c'est vecteur d'inégalité. Donc, très bien, belle déclaration d'amour, mais est-ce que, par exemple, on embauche des personnels supplémentaires pour répondre, je dirais, à l'égalité républicaine et à une éducation qui doit être sur tous les territoires, en Seine-Saint-Denis, mais dans tous les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, comme dans nos territoires ultramarins, une égalité républicaine et que chacun, où qu'il habite, ait les mêmes chances et les mêmes chances de réussir. Merci beaucoup Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Merci monsieur Poussard. Oui, Tam, c'est cette question des territoires qui a un peu monopolisé cet entretien du président de la République au magazine Zadig. Merci beaucoup Alexandre. Une double offensive donc d'Emmanuel Macron entre ce grand entretien de 20 pages dans Zadig et pas du tout le même format le week-end dernier avec McFly et Carlito pour une vidéo qui a fait le buzz. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, Loïc Hervé, cette offensive médiatique du président de la République ? Écoutez, je pense qu'on est dans une période de la vie démocratique de notre pays dans laquelle il faut quand même qu'on aille chercher les gens qui sont aux franges de cette vie démocratique précisément et que notamment en direction des jeunes. Donc ça vous choque pas ? Ah, pas du tout, pas du tout. Après, je trouve, j'ai pas eu le temps de regarder complètement l'émission, mais je pense que la question d'un rapport direct, notamment avec les jeunes via les codes des réseaux sociaux et de YouTube, me paraît pas idiot. Et la réaction de mon fils de 10 ans démontre que c'est aussi une manière pour le président de s'adresser à des grands enfants, à des adolescents, à des jeunes adultes, et que ce faisant, au prix de ne pas mettre en cause complètement la fonction présidentielle, je pense que c'est bien. Juste en un mot, Claude Maluret, vous qui en avez souvent après les réseaux antisociaux. Bon, là, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je confesse, je ne suis pas un spectateur acharné de McFly et Carlito, ni de Zadig. Le contraire nous aurait étonné. Je n'ai pas vu cette séquence, mais enfin, c'est peut-être une question de génération. Vous n'étiez pas dans la Emmanuel cible. Macron est plus proche de cette génération. Si ce sont les enfants de 10 ans ou les adolescents, au moins, on ne peut pas lui reprocher d'aller faire de l'électoralisme, puisqu'ils ne votent pas. Voilà. Mais il voit loin, Emmanuel Macron, dans 8 ans. Allez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On va rejoindre une dernière fois la salle des conférences. Alexandre, vous êtes à présent avec le sénateur Les Républicains du territoire de Belfort. Cédric Perrin, également vice-président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, pour revenir sur la Biélorussie, grand sujet de préoccupation, notamment pour l'Union européenne aujourd'hui. Et l'Union européenne qui a annoncé des sanctions envers la Biélorussie après le détournement d'un avion ce week-end pour, au final, arrêter un opposant politique. Donc dans ces sanctions, Cédric Perrin, il y a surtout le boycott de l'espace aérien biélorusse et de la compagnie nationale aérienne biélorusse. Est-ce que ça suffit, ce type de sanctions ? Écoutez, je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, ce qu'on peut prendre en considération, c'est le fait que l'Union européenne très rapidement ait réagi et se soit entendue, ce qui est relativement rare pour être souligné. Et donc c'est important que nous puissions aujourd'hui le dire. Après, est-ce que ça suffira face à un dictateur sanguinaire comme Louvachenko ? Je ne suis pas sûr, mais les moyens dont nous disposons pour le moment sont ceux-là, et je pense que c'est important que nous les mettions en œuvre, parce que c'est quand même un acte de piraterie aérienne incroyable. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. Ça met en cause quand même très largement les traités que nos aïeux ont mis en œuvre post-Deuxième Guerre mondiale pour la libre circulation dans les espaces aériens. Et si demain ce type de faute, je dirais, gravissime devait se reproduire, ça mettrait en cause évidemment la libre circulation aérienne sur la planète. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à retirer de tout ça. Sans doute une grande fébrilité du pouvoir biélorusse. Et puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Est-ce qu'il fallait prendre autant de risques pour un opposant qui n'est pas un opposant politique, je le rappelle, c'est un journaliste, activiste certes, mais qui ne mettait tout de même pas en danger le pouvoir biélorusse. Donc il y a beaucoup d'interrogations autour de tout ça, et j'espère que les sanctions seront de plus en plus nombreuses pour faire en sorte de faire comprendre à ce dictateur qu'est Louvachenko que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent, mais je suis relativement pessimiste. Et sur ces sanctions, en tout cas, le président de la République, Emmanuel Macron, est également pessimiste. Il dit, au final, elles ne servent pas à grand-chose et il faudra qu'on change notre politique vis-à-vis de la Biélorussie, mais surtout de la Russie qui est derrière. Oui, enfin, moi je suis assez dubitatif sur la question russe. Je crois qu'il faut aussi raison garder vis-à-vis de la Russie. Je crois qu'il faut arrêter en permanence de repousser la Russie dans les bras des Chinois comme on le fait depuis maintenant 5 ans. J'ai vu que le président de la République avait changé d'opinion sur le sujet et que maintenant il pensait effectivement qu'il fallait essayer d'avoir un dialogue constructif avec la Russie. On n'est pas naïf avec la Russie, on a parfaitement conscience de ce qu'ils font, de la manière dont ils agissent, mais je crois qu'il est important pour la France notamment de rester en
tout cas à la table du dialogue avec Poutine, c'est absolument pour moi fondamental. Et le dialogue, ça veut dire éviter de faire en sorte qu'on ne précipite Poutine dans les bras des Chinois. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, il y a suffisamment de difficultés. Donc il faut aussi, de ce point de vue-là, à mon avis, calme et raison gardée. Donc il faut apaiser nos relations avec la Russie, il ne faut pas montrer les muscles. De toute façon, qu'on monte les muscles à Poutine ou pas, ça ne change pas fondamentalement les choses. L'objectif, c'est d'essayer d'arriver à discuter avec eux et d'essayer petit à petit de développer un dialogue constructif qui nous permette d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et le Sénat le fait, la Commission des Affaires étrangères le fait. D'ailleurs, je sais que le président de la Commission sera la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg pour discuter de ces points-là. C'est important qu'il y ait du dialogue. Merci beaucoup Cédric Perrin. On va tout de suite aller dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat où les questions d'actualité vont commencer. Steve, quel est le programme ?